Chers amis et chères amies, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante au cours de laquelle nous allons parler des protestants wallons et ce, de 1517 à nos jours. Pour ce faire, notre invité, Pierre-Yves Charles, merci d'être présent. Tu es l'organisateur de l'exposition, mais cette exposition, en fait, elle est le résultat de tout un travail de préparation pour autre chose qu'une exposition. Alors, je voudrais que tu nous expliques un peu le pourquoi. Tout à fait. D'abord, merci de m'inviter sur votre émission. C'est le résultat de 3 années de travail, de recherche concernant l'histoire des protestants wallons. Il y a de ça quelques années, j'avais participé à la rédaction du dictionnaire du protestantisme belge et j'ai voulu poursuivre ce travail un peu plus loin concernant justement les personnalités wallonnes. Alors ce qui est intéressant à notre époque, c'est le développement des nouvelles technologies qui nous permettent en fait d'avoir accès à de nouvelles sources qui auparavant étaient dispersées un peu partout en Europe et qui aujourd'hui sont accessibles via les moteurs de recherche sur Internet. Et voilà ce qui m'a permis de réaliser ce travail qui aujourd'hui est assez conséquent puisqu'on arrive à plus de 1000 entrées donc de définition de personnalité. Oui, eh bien, nous allons tout de suite partir à la découverte de l'exposition et nous reviendrons après sur vous pour peut-être nous donner quelques mots sur ce que vous avez découvert en travaillant sur ce sujet. L'exposition Les protestants wallons est organisée par l'Église protestante de Charleroi dans le cadre des 500 ans commémorant la réforme religieuse initiée par Martin Luther au XVIe siècle. L'objet de cette exposition est de mettre en lumière un pan méconnu de l'histoire de la Wallonie, à savoir le rôle joué par les communautés protestantes depuis le XVIe siècle. La vision traditionnelle de l'histoire est telle qu'on considère que les provinces wallonnes ont constitué un bastion du catholicisme face à la réforme protestante et face aux provinces du nord des Pays-Bas, notamment la Hollande. Le fil conducteur de notre exposition, c'est la palme. La palme était le symbole de l'église protestante de Tournai au XVIe siècle, un nom secret permettant aux fidèles de se reconnaître entre eux. Ce symbole est devenu celui des protestants wallons en Europe. Il a notamment été repris par l'église wallonne de Hanau en Allemagne et par l'église de Dordrecht aux Pays-Bas. Alors ce symbole a plusieurs explications. Il fait référence d'une part au psaume de la Bible, mais une autre explication nous est donnée par Jean Taffin. Selon lui, la palme est un végétal qui se redresse toujours lorsqu'on tente de l'écraser. Il nous semblait que c'était là un beau symbole pour cette exposition. Le protestantisme va se diffuser dans les provinces wallonnes dès 1519. Les premiers luthériens sont présents à Liège dès 1520. Les premiers prédicateurs, Jean Campan et Thierry Fabrice, sont présents à Limbourg dès 1520, tandis qu'à Tournai, c'est Jean Castelin, un moine augustin, qui prêche le premier dans 1524. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y a pas de distinction claire entre catholiques et protestants. Les protestants sont membres de l'Église catholique qu'ils tentent de réformer. Un indice de cette situation, c'est le fait que le chef de l'église luthérienne de Tournai est le jeune curé de l'église Saint-Pia de Tournai, Jean Fourmand. D'autres théologiens protestants wallons sont présents au sein du Cénacle de Meaux, qui en France tente de réformer l'église catholique. Cette situation va progressivement prendre fin et les deux courants vont définitivement se scinder.
Dans les années 1540, la répression s'est accentuée contre les protestants, la scission est consommée, mais les protestants wallons vont éprouver le besoin de préciser leur ligne théologique. C'est pourquoi ils vont faire appel à Jean Calvin via des commerçants présents à Paris. Ce dernier va envoyer à Tournai le pasteur Pierre Brully, qui en 1544 introduit le calvinisme à Tournai et dans les provinces wallonnes. Et par la suite, le calvinisme sera diffusé dans les provinces du nord des Pays-Bas. C'est pourquoi on considère que l'église wallonne est l'église mère de l'église réformée des Pays-Bas, car ce sont des Wallons de Tournai et de Mons qui sont à l'origine de la diffusion du calvinisme à Anvers et en Hollande. Oui, alors dans tout ce travail de recherche, finalement, quels sont les points qui vraiment, pour vous, ont été des points fondamentaux? Bien, je dirais avant tout, il s'agit de la redécouverte de l'importance de la communauté protestante wallonne dès le XVIe siècle. Contrairement aux idées reçues, il y avait bien des protestants dans les provinces wallonnes à cette époque et la réforme a eu un véritable succès dans les grandes villes de notre région. Au-delà de cela, il y a la persistance et la fidélité des protestants à leur foi au travers des siècles, malgré les difficultés. Et ensuite, il y a le rapport à la construction de la modernité, puisqu'ils ont fait œuvre de pionniers dans le domaine de la banque, de la finance, mais aussi de l'industrie ou même de l'art. Oui, parce que justement, ce qui est peut-être intéressant à mettre en évidence, c'est qu'il y a comme une espèce d'amnésie de tout cela, parce que je ne pense pas que ça soit vraiment au cœur de notre enseignement de donner des détails et de parler de tout ça. Tout à fait. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une histoire méconnue, d'une importante communauté wallonne, mais qui est complètement oubliée dans nos régions, dans la mesure où cette communauté a complètement disparu au XVIe siècle, et que finalement l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et on constate d'ailleurs que l'histoire des réfugiés wallons est mieux connue à l'étranger, que ce soit aux Pays-Bas ou en Allemagne, que dans nos régions. Et c'est pour ça que les nouvelles technologies nous permettent d'accéder à ces sources qui sont souvent disponibles à l'étranger. Oui, parce que, par exemple, aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne, il y a encore aujourd'hui des foyers protestants importants dans ce qu'on appelle les églises wallonnes, d'ailleurs. Tout à fait. Donc les églises wallonnes existent toujours, bien sûr en nombre moindre qu'au XVIIe siècle, mais les descendants des Wallons sont toujours là. Certains sont intégrés dans la société et parfois ils exercent des fonctions importantes, par exemple c'est le cas en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais d'autres églises francophones existent toujours. Il faut savoir qu'en Allemagne, dans certaines régions, on parlait encore français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui. Et une dernière question. En fait, quand on se rend compte de tout le travail que vous avez fait, ce qui est peut-être le point le plus intéressant, c'est de remettre en mémoire, ou même peut-être de faire découvrir qu'il y a là véritablement une diaspora qui s'intègre, qui est positive et qui participe, comme vous l'avez dit, à la modernité. Donc qui intervient dans notre vie de société. Tout à fait. Au-delà de ça, donc, il y a un premier point qui mérite d'être abordé, c'est celui du statut de réfugié à l'étranger, qui a été celui de milliers de Wallons à l'époque. Donc là, ça suscite une certaine réflexion. Et ensuite, il y a la création, à l'époque, au XVIIe siècle, la création d'un réseau d'églises à travers l'Europe. Et là, on peut voir quelque part une préfiguration de l'unification européenne que l'on vit de nos jours. Eh bien, un grand merci pour toutes ces réponses. Et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.